Au revoir monsieur. Au revoir. Les gens sont parfois, je dirais, ce que j'appelle la transphobie intériorisée, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est déplacé. On est là pour l'aider et pour lui montrer à quel point sa différence est belle. Les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière dans la société dans laquelle on vit, et il n'y a pas d'exception pour les trans. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de C'est en France consacré cette semaine aux transidentités. Précarité, préjugés, discrimination professionnelle et médicale, lourdeur administrative mais aussi harcèlement et violence. Aujourd'hui, être une personne transgenre en France relève du combat et de la résilience. Commençons par le portrait croisé d'un homme et d'une femme trans dont les histoires témoignent de ces difficultés mais aussi de la singularité de chaque parcours. Du haut de ses 20 ans, Bambi ne se confie pas facilement. Comme beaucoup de femmes transgenres, elle est confrontée en permanence à de multiples violences. La transphobie au quotidien, je la vis à travers les regards, à travers juste l'incompréhension des gens dans la rue quand je marche. En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public. Et ça arrive souvent. Je ne sais pas si je me sens vulnérable, mais en tout cas, je me sens juste pas du tout protégée. Femme, trans, noire, chacun de ces mots renvoie à une oppression. Quand on est une femme transracisée, surtout moi je suis une femme noire, notre féminité est totalement remise en cause et ça tout le temps en fait. Une identité trans aussi remise en cause à l'école. Pour mener à bien sa transition, Bambi a mis en pause ses études de stylisme. Une transition vécue par Océan à l'âge adulte. Lui rappelle que pour les jeunes, le risque de décrochage n'est jamais loin. Les jeunes, ils vivent de la transphobie à l'école, au lycée, à la fac. C'est-à-dire qu'ils sont mégenrés, ils n'ont pas forcément pu changer leur prénom, pas pu changer leur papier d'identité. Donc c'est tellement angoissant et difficile à vivre qu'ils décrochent. Donc c'est pour ça que on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de personnes trans aussi qui sont diplômées. Océan est le premier artiste français à revendiquer publiquement sa transidentité. Chère famille, je suis née assignée fille. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je n'ai jamais réussi à être parfaitement heureuse dans cette identité. Comédien, réalisateur, scénariste, il a filmé sa transition pendant plus d'1 an. Comme je passe dans une autre catégorie, je serai un homme, mais je serai un homme, mais je serai un homme trans. Tu ne seras pas un homme. Tu ne seras pas un homme, tu ne seras pas mon fils. Bah si. Non. Je serai quoi alors? Tu seras trans. Dans son documentaire, il rappelle que la transphobie est partout. Elle m'a trop saoulée, elle m'a appelé madame l'autre. Même dans le milieu médical. Les médecins, on est un peu à leur merci, les flics, on est aussi un peu à leur merci. Tout le monde nous fait des commentaires, la moindre personne qu'on ne connaît pas vient nous voir en nous demandant ce qu'on a dans notre culotte. C'est comme si nos corps étaient à disposition des gens. C'est extrêmement violent et désagréable et ça produit aussi parfois de l'isolement, de l'inquiétude, de l'anxiété sociale. La lutte contre ces discriminations, Bambi comme Océan en font leur quotidien. Expliquer, éduquer et faire entendre sa voix, c'est aussi rappeler que la transphobie tue. En 2019, 587 agressions transphobes ont été relevées, un chiffre qui a plus que doublé en 1 an. Pour nous en dire plus sur l'expérience transgenre en France, je retrouve à présent le sociologue Emmanuel Bobatti de l'IRIS, auteur du livre « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre », à paraître aux éditions La Découverte. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, sur un sujet aussi complexe et peut-être même malmené que celui-ci, c'est peut-être utile de commencer par poser les bons mots. Alors, le diminutif trans perdure depuis quelques années, mais le mot auquel il fait référence a, lui, changé de transsexualisme à transidentité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les évolutions de ce terme d'abord ? Alors le terme de transsexualisme, il est apparu dans les années 50 dans un contexte médical. Donc c'est vraiment au départ une catégorie d'ordre clinique. Avec le développement des mobilisations collectives des personnes trans dans les années 90-2000, eh bien de nouveaux termes sont apparus pour essayer de démédicaliser un petit peu cette condition et surtout pour s'extraire un peu de la stigmatisation qui peut être associée à ces catégories médicales. Et c'est dans ce contexte-là
voilà, qu'est apparue la transidentité, ou même le diminutif de trans ou transgenre, pour que les personnes concernées puissent aussi se réapproprier un petit peu leur parcours de vie. Et au-delà des parcours de transition, la réalité de la transidentité passe aussi par de nombreux obstacles socio-économiques, on l'a dit. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la précarité des personnes transgenres ? Alors, cette précarité, elle est avant tout liée, à mon avis, à des dispositifs institutionnels qui produisent en fait cette précarité. Ces dispositifs, c'est notamment les dispositifs de changement de sexe à l'état civil, qui imposent certaines conditions pour pouvoir accéder à ce changement, qui impose de fournir des preuves que les personnes les plus précaires ne peuvent pas avoir encore, précisément parce qu'elles n'ont pas encore leur papier. Ça se passe aussi à travers le dispositif médical qui est encore aujourd'hui proposé aux personnes trans en France comme dans beaucoup d'autres pays, puisque ce sont des standards de soins internationaux qui psychiatrisent cette condition. Pour le protocole médical, eh bien, il faut en passer par une longue évaluation psychiatrique qui impose là encore certains stéréotypes de genre et il y a de ce fait un délai d'attente pendant lequel les personnes peuvent bien, effectivement se précariser. Si elles n'ont pas une situation professionnelle stable en début de transition, eh bien, ça va être compliqué d'en obtenir ensuite une pendant la transition. Donc, c'est toute cette inadéquation qui est produite entre la situation sociale, le sexe social dans lequel vit la personne et ses papiers d'identité ou son apparence physique qui produit en réalité cette précarité. Alors, l'expérience de la transition, qui a l'air d'être très compliquée en France, est-elle la même pour les hommes et les femmes trans ? Généralement, les parcours de vie des personnes, hommes et femmes trans, sont très différents, notamment en raison d'une tolérance asymétrique de la transgression de genre, c'est-à-dire que dès qu'un homme commence à se féminiser, il y a une stigmatisation et des violences qui interviennent de manière assez immédiate, tandis que pour les femmes qui commencent à se masculiniser, au début on se rassure en se disant que c'est des garçons manqués, bon après ça devient un peu plus compliqué, mais en tout cas, on observe qu'en moyenne, il y a plus de précarité chez les femmes trans que chez les hommes trans, qui par ailleurs sont beaucoup plus soutenus aussi par leur entourage et leurs parents notamment. Donc il y a des différences de conditions de vie, je dirais, entre les hommes et les femmes trans, et en termes d'âge au moment de la transition aussi, parce que pour les femmes trans, comme elles vivent beaucoup de violence au début de la transition, il y en a beaucoup qui renoncent finalement à transitionner, provisoirement et qui essayent de se ranger, de vivre leur vie en tant qu'hommes et qui finalement transitionnent plus tard dans la vie, souvent à l'approche de la cinquantaine, alors que les hommes trans transitionnent tous autour de 25 ans. Alors en attendant que la société française évolue, c'est peut-être la nouvelle génération qui fera avancer le débat. Sous l'impulsion des pays anglo-saxons, la question des enfants transgenres commence à faire son chemin ici en France. Récemment, c'est l'histoire de la petite Lily, une petite fille transgenre de 8 ans, qui a fait bouger les lignes. À 8 ans, Lily est une enfant pleine de vie. Pourtant, elle n'a pas toujours été aussi bien dans sa peau. Assignée garçon à la naissance, elle a traversé l'an dernier une période de profonde dépression. Tu criais beaucoup. Et tu pleurais aussi le soir. Oui, j'étais en colère. Oui, beaucoup de colère. C'était crescendo tout le mois de décembre, janvier, tous les soirs. Elle nous faisait la liste des méthodes qu'elle avait imaginées pour pouvoir mourir sans se rater. Quand elle a réussi un soir à nous dire pourquoi sa vie était aussi nulle et tout ce qu'elle voudrait changer pour que sa vie soit supportable, ben effectivement, nous on l'a vécu comme un soulagement parce qu'on sait ce qui la rend mal, donc on va faire tout pour qu'elle se sente moins mal. Ça marche. Alors qu'on est juste... Lily confie ce jour-là qu'elle se sent fille. Si cette révélation surprend, sa nouvelle identité est aussitôt acceptée par sa famille, alors confinée. Mais les choses se compliquent à la rentrée scolaire. Avant d'accepter son changement de prénom, l'académie impose la présence d'une psychologue dans la classe pour observer Lily. Elle voit mon degré de souffrance quand on dit mon ancien prénom. Pour éviter ce genre d'expérience douloureuse, le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer un groupe de travail. Objectif, définir un cadre sur les questions de transidentité. Pour Lily, les choses vont beaucoup mieux depuis que l'école a accepté son changement de prénom et de genre, même si tout n'est pas encore réglé pour elle. Des fois, il y a des gros chagrins quand même le soir, mais parce que voilà, elle le vit quand même comme une injustice. Donc on est là pour l'aider et pour lui montrer à quel point sa différence est belle.
Regarde-moi. Que des belles. Pour cela, les parents de Lily ont trouvé du soutien auprès d'associations LGBT. Lily a aussi entamé un accompagnement dans un hôpital parisien spécialisé dans les questions de transidentité. Reste encore à faire modifier son prénom à l'état civil. Ses parents ont entamé une bataille juridique pour faire accepter ce changement. Emmanuel Bobatti, en comparaison avec d'autres pays occidentaux, comment se positionne la France sur ces questions ? Alors, elle ne se positionne pas à l'avant-garde, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que, bon, d'un point de vue purement médical, il n'y a pas finalement beaucoup de pays qui proposent un dispositif très différent. Hein. La psychiatrisation reste la règle. En revanche, au niveau du changement d'état civil, il y a des pays qui ont instauré une procédure complètement déjudiciarisée. Je pense notamment à l'Argentine. En 2012, elle a proposé un changement d'état civil en mairie, tout simplement. Donc c'est vraiment plus quelque chose qui doit passer au tribunal, ça se fait en mairie. Alors il faut toujours apporter certains documents de preuve, mais c'est quelque chose qui peut se passer à la mairie. En France, on peut changer de prénom en mairie, mais le changement de sexe à l'état civil relève toujours du tribunal de grande instance. Emmanuel Bobatti, merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que se referme ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. Un regard différent sur l'actualité. Les témoignages de ceux qui vivent l'information, partout dans le monde, recueillis par nos journalistes. Des vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les Observateurs, présentés par Alexandre Capron. À voir sur France 24 et france24.com.